Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Je vous propose une petite vidéo sur le thème de la préhistoire. Nous verrons d'abord quelles sont les limites chronologiques de cette période, avant de donner quelques précisions sur les deux phases qui la composent, tout d'abord l'époque du Paléolithique, puis l'époque du Néolithique. On appelle préhistoire, avec une majuscule, la période comprise entre l'apparition de l'homme et l'apparition des premiers documents écrits. C'est-à-dire que la préhistoire commence vers moins 2,8 millions d'années avant Jésus-Christ et se termine vers moins 3500. Elle se divise en deux grandes parties. La première, le Paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, et ensuite le Néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre polie. La phase de transition entre ces deux grandes périodes est appelée le Mésolithique. Mais le terme de préhistoire écrit en minuscules désigne aussi la discipline qui étudie cette période. Si l'homme n'apparaît que vers moins 2,8 millions d'années, en réalité, des espèces de type humain existaient déjà depuis plus longtemps, depuis moins 7 millions d'années. Mais on les appelle les préhumains. Commençons d'abord par la période du Paléolithique. C'est la période la plus longue, car elle commence vers moins 3 millions d'années, avec l'apparition des premiers hommes. Et elle se termine en moins 10 000 avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Elle dura donc 290 millions d'années. Nous avons déjà dit qu'avant moins 3 millions d'années, on atteste la présence de préhumains. Mais l'homme apparaît lui vraiment à partir seulement de moins 2,8 millions d'années. Il fait partie de la branche des Homo. L'ensemble des Homo, des préhumains, mais aussi des singes, appartient à la grande famille des hominidés. Quelle différence fait-on entre les préhumains et les hommes? Les préhumains se déplacent à la fois en quadrupédie, c'est-à-dire à quatre pattes, mais aussi en bipédie, c'est-à-dire sur les jambes. Ils utilisent des outils qu'ils trouvent, mais ils ne les fabriquent pas. Physiquement, leur boîte crânienne est plus petite, les arcades sourcilières sont proéminentes, le nez est petit et leurs canines sont plus développées. Parmi eux, on trouve Toumaï, mais aussi les australopithèques comme Lucie. Ils ne sont donc pas nos ancêtres, mais seulement des cousins. Mais à partir de moins 2,8 millions d'années, une nouvelle branche parmi les hominidés apparaît. Il s'agit de la branche des Homo. Cette branche a vu successivement apparaître plusieurs espèces d'hommes dont les caractéristiques physiques sont différentes des préhumains. Leur front est plus plat, la boîte crânienne plus importante, les arcades sont moins proéminentes, le nez lui au contraire est plus fort, plus développé. Ils possèdent de petites canines, mais leurs incisives sont assez importantes, témoignage d'une alimentation omnivore. Parmi les premières espèces d'hommes, apparaît d'abord l'Homo ergaster, puis l'Homo habilis. Vient ensuite l'Homo erectus qui se distingue des autres car c'est un grand marcheur qui quitte le premier l'Afrique pour s'installer en Europe et jusqu'en Asie et dont les outils se perfectionnent. Vient ensuite l'homme de Néandertal qui vit principalement en Europe dans un contexte climatique froid. Il est très habile et il a une alimentation variée. Il sait coudre ses vêtements et fabrique de la colle pour fixer la pointe des lances. Il confectionne colliers et parures, des instruments de musique et enterre ses morts. Enfin, l'Homo sapiens, auquel nous appartenons, est le plus intelligent. Il sait s'adapter et confectionne des outils sophistiqués. Nous savons que les premiers hommes sont apparus en Afrique, dans la vallée du Grand Rift, à l'est de ce continent. Puis, à l'époque de l'Homo erectus, il quitte l'Afrique en effectuant de grandes migrations. Petit à petit, il peuple ainsi l'Europe et l'Asie. Enfin, l'Homo sapiens poursuit ses migrations et l'amène à peupler toute la Terre, car il parvient à s'installer en Amérique et en Océanie. Il profite d'un climat plus froid pour se déplacer sur la banquise, et les terres sont davantage émergées qu'aujourd'hui. Mais alors, comment vivaient ces premiers hommes à l'époque paléolithique? Tout d'abord, ils vivaient en groupe. Ils étaient nomades car ils vivaient principalement de la chasse et de la cueillette. Donc, ils se déplaçaient pour suivre le gibier ou trouver des zones de cueillette nouvelles. Ils s'abritaient dans des tentes ou des huttes facilement montables et démontables.
la vie s'organisait autour du feu qu'il maîtrise depuis moins 400 000. Celui-ci sert à cuire les aliments, se réchauffer, s'éclairer et repousser les prédateurs. Il fabrique des outils pour chasser comme des lances, des harpons, des propulseurs. La chasse de certaines espèces comme le renne leur permet de se vêtir, de se nourrir, de confectionner des liens ou encore des outils. Enfin, ils ont un très grand sens artistique, car ils aiment peindre sur les parois des grottes. On parle d'art pariétal ou art rupestre, et ils sculptent des instruments de musique ou des objets. À partir de moins 10 000, les hommes modifient leur mode de vie. On passe de la période du paléolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre taillée, au néolithique, c'est-à-dire l'âge de la pierre nouvelle ou encore pierre polie. Ces changements se font progressivement, tout d'abord au Moyen-Orient, ensuite en Chine, puis en Nouvelle-Guinée, suivi de l'Amérique, et enfin en Afrique subsaharienne. On utilise le terme de foyer pour désigner ces régions marquées par de profonds changements. L'ensemble de ces changements correspond à la révolution néolithique. Il faut entendre par révolution une modification des modes de vie, mais dans un temps long qui s'étend sur plus de 2000 ans. La transition entre la période du paléolithique et la période du néolithique s'appelle la période du mésolithique. Qu'est-ce qui change vraiment à partir de moins 10 000 ? Eh bien d'abord, l'homme modifie son mode d'alimentation car il découvre l'agriculture et l'élevage. Ainsi, il se met à cultiver des céréales comme le blé, l'orge, le riz, le sorgho, le mil et le maïs. De même, il domestique des animaux au départ sauvages comme la chèvre, le mouton, la vache, pour consommer sa viande et ainsi ne plus être tributaire de la chasse, même si celle-ci ne disparaît pas. Afin de garder les troupeaux, il domestique le loup qui devient le chien. Comme il doit rester près de ses champs et de son bétail, l'homme se sédentarise et il construit les premières maisons en pierre regroupées en villages. Pour cela, il conçoit des outils de coupe plus performants comme la hache polie. La pierre n'est donc plus seulement taillée, elle est polie et aiguisée. Afin de conserver la nourriture qu'il produit, il commence également à fabriquer les premières céramiques, sous la forme d'amphores, de jarres, de récipients de tout type. C'est l'ensemble de ces changements qui forment la révolution néolithique. Quelles sont les conséquences de cette révolution ? Avec tous ces changements, l'homme est obligé d'installer une hiérarchie. Il lui faut un chef pour diriger le village. Il lui faut des hommes pour assurer la défense de l'espace occupé ou bien de sa propriété. C'est ainsi qu'apparaît une élite dont on trouve les traces à travers les tombeaux découverts par l'archéologie. Des personnes importantes et puissantes sont enterrées avec des bijoux, des armes, des sceptres. De plus, le surplus de nourriture fait désormais l'objet de trocs puis d'échanges. Enfin, cette révolution néolithique s'accompagne d'une croissance démographique sans précédent. Ainsi, le nombre d'hommes passe de 5 à 20 millions en l'espace de 6500 ans. Tous ces changements et cette hiérarchisation de la société font aussi naître la convoitise et donc la guerre. L'homme, en se sédentarisant et en formant une société plus codifiée, devient ainsi plus violent.